Pour ce qui est des thérapies ciblées, eh bien, là, finalement, on va aussi retrouver encore une altération de la peau, des cheveux, des muqueuses, le fameux syndrome main-pied et une atteinte des ongles. Alors, les symptômes, là, je les ai un peu listés. Ça fait un peu lourd, mais c'est juste pour montrer finalement que ce sont des choses qui sont assez communes. Vous voyez, les effets secondaires au niveau cutané, on va aller atteindre près de 80%. Donc 8 patients sur 10 va avoir des troubles cutanés. Donc ça souligne à quel point il faut s'y intéresser. Et pour s'y intéresser, ben, finalement, les connaître et les reconnaître. Euh, il existe énormément désormais de molécules dans l'arsenal thérapeutique des oncologues et fort heureusement, c'est ça qui fait qu'on arrive à faire des propositions thérapeutiques. Et chacune de ces molécules va être pourvoyeuse d'effets indésirables qui sont, entre guillemets, différents, même si elles peuvent partager des effets indésirables. Donc, par exemple, là, dans ce tableau récapitulatif, on voit que le syndrome main-pied, eh bien, on le retrouve dans la thérapie ciblée, type d'Abra ou le Vémurafémide, donc des thérapeutiques qu'on retrouve dans le mélanome. Mais on va le retrouver également avec le sorafenib, qui est une toute petite molécule qu'on va donner dans le carcinome hépatocellulaire, donc le cancer du foie ou du rein. Alors que par exemple, les cheveux, eh bien là, on a vu qu'on allait avoir une perte de cheveux avec certaines chimiothérapies, alors que on va plutôt avoir une modification de la texture, par exemple avec des thérapies ciblées. Donc, l'idée n'est pas de les passer en revue un par un, mais c'est pour montrer que chaque molécule peut avoir un petit peu sa spécificité. Avec les thérapies ciblées, on peut avoir le syndrome pied-main, qui est un syndrome qui n'est pas forcément très grave, mais qui en tout cas peut vraiment être invalidant. Et c'est pour ça que c'est important de le connaître. D'une part parce qu'il est quand même relativement fréquent, notamment lorsqu'on traite euh, un, 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 un mélanome ou lorsqu'on traite, c'est ce qu'on a dit, un cancer du foie, du rein, dans une moindre mesure le sein. En tout cas, là, on voit dans cette ligne bleue tous les cancers et les molécules qui peuvent être impliqués dans ce type de syndrome. Et là encore, selon la molécule, même si elle est pourvoyeuse de ce syndrome, eh bien finalement, cliniquement, l'expression va être un petit peu différente. En fait, le syndrome pied-main de la chimio, on voit qu'on a cet érythème, donc autrement dit cette rougeur diffuse de l'ensemble des paumes. Alors que sur les thérapies ciblées, vous voyez cette image, on va beaucoup plus être localisé sur les points d'appui. Donc d'un côté, on a cette rougeur extrêmement diffuse qui peut aller jusqu'à la desquamation, donc l'aspect de perte de superficielle de la peau avec cet aspect de pellicule. Et en plus, ça va aller s'accompagner de troubles sensitifs, ce qu'on appelle l'érythrodysesthésie. Alors le terme est un petit peu barbare, mais en tout cas, de troubles de la sensibilité. Alors que, à l'inverse, pour les thérapies ciblées, ça va être beaucoup plus localisé et on va avoir de l'hyperkératose, donc de l'épaississement de la peau, mais épaississement de la peau qui va être douloureux au niveau des points d'appui. Donc, après, comme pour tout effet indésirable, l'oncologue grade ces effets indésirables. Alors là, c'est un peu du jargon, mais ça va servir pour plus tard. Globalement, un effet indésirable peut être léger comme sévère. Et pour ça, on utilise une classification qui est la classification CTCAE. Et on grade nos effets indésirables de 1 à 4. Très schématiquement, 1 et 2, ce sont des effets indésirables qui sont bénins et ensuite qui sont légers, gênants. Bon, on va introduire des thérapeutiques pour soulager le patient. Alors que dès qu'on est sur des grades 3 ou 4, eh bien là, c'est quand même assez différent, étant donné que on est sur des effets qui sont sévères, au point qu'il faut aller suspendre le traitement sur le grade 3, éventuellement le reprendre
à la résolution et en tout cas arrêter généralement définitivement le traitement si on est sur un effet indésirable de grade 4. Donc, c'est dire que même pour un effet entre guillemets qui n'est que cutané, si on est sur un grade sévère, eh bien finalement, on peut avoir des conséquences assez importantes dans la suite du parcours de soins. Pour le syndrome pied-main, eh bien, au départ, lorsqu'on est sur un stade léger de type 1, on va avoir cette chaleur ou cette hyperkératose sans forcément de douleur associée, alors que dès qu'on va aller sur un grade plus élevé de 2, là, on va avoir bien plus de douleur et ça va aller altérer les activités de la vie quotidienne. Donc, ça y est, on commence à voir l'impact sur le patient. On est sur des modifications qui vont être considérées comme modérées par le médecin, alors qu'elles vont être sévères pour le grade 3. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien, si on est sur un grade léger, vu qu'on a de l'hyperkératose, eh bien, il faut aller enlever cette kératose, enlever cette espèce de corne, cet épaississement cutané. Et pour ça, il y a des crèmes qu'on dit kératolytiques, lytiques donc qui enlèvent la kératose. Et ça, ce sont généralement des crèmes ou des baumes, hein, peu importe la galénique, qui contiennent de l'urée éventuellement de l'acide salicylique, donc qui ont des effets décapants. Et on peut augmenter selon l'hyperkératose, le pourcentage d'urée, on peut généralement aller jusqu'à 30%, pas au-delà parce que là, ça peut ensuite aller abîmer les ongles. Mais en tout cas, on a une marge de manœuvre sur l'aspect kératolytique. Et il faut, entre guillemets, graisser, même si j'aime pas forcément ce terme, mais hydrater énormément, étant donné qu'on a cette xérose, et ne pas hésiter aussi à aller mettre des réparateurs épidermiques si on a des petites fissures, parce que ça va accélérer la cicatrisation, et si on a des fissures, on peut même mettre un produit qui est extrêmement riche, qui va venir combler les fissures, et du coup réparer d'autant plus. Pour l'hyperkératose, c'est ce que on a dit, on a également la vaseline salicylée. Et si la rougeur, c'est-à-dire finalement l'inflammation est extrêmement présente, eh bien il faut aller calmer l'inflammation. Et là, on mettra une crème à base de corticoïdes comme la bétaméthasone. Et généralement, on la met une fois par jour, peu importe le matin ou le soir. Moi, j'avoue que je préfère le mettre le soir, comme ça ne va pas interférer dans les gestes que doit faire le patient dans la vie quotidienne. Et en plus, parfois, pour accélérer la pénétration des corticoïdes à travers la peau des mains, on peut appliquer la crème à base de cortisone et mettre des gants en latex par-dessus et du coup ça va un petit peu couvrir, ouvrir les pores et du coup le principe actif va mieux pénétrer. À l'échelle du patient, donc il y a ces crèmes qu'on trouve dans les pharmacies hein, qui peuvent être mises et qui vont être conseillées par le médecin, l'oncologue, mais il y a aussi des mesures préventives. On a vu que c'était sur les points d'appui, donc il faut limiter au maximum les traumatismes, les marches prolongées, les chaussures inconfortables et les chaussures, c'est valable également pour les chaussettes. De la même manière, on a trop d'inflammation, on a des problèmes des vaisseaux et on sait que si on met de l'eau trop chaude, eh bien les vaisseaux vont se dilater. Donc on va éviter là encore les bains trop chauds au risque d'accentuer finalement les troubles sensitifs et la sensation de chaleur et ne pas hésiter du coup à mettre des crèmes, encore des crèmes sur les mains. C'est ce qu'on appelle les émollients. Et pour ce qui est du curatif, eh bien, les dermocorticoïdes qui marchent assez bien sur les rougeurs et l'inflammation, ça, ce n'est pas à la main du patient, ce sera prescrit par le médecin. Autre trouble cutané auquel on est souvent confronté, c'est la folliculite. La folliculite, là, énormément de molécules peuvent fournir cet effet indésirable, c'est-à-dire l'inflammation d'un follicule, c'est-à-dire l'inflammation de la base du poil. C'est pas vraiment une acné, même si c'est quand même souvent appelé comme ça par les patients, parce que finalement on n'est pas sur un terrain hormonal, ce sont pas des adolescents, et d'un point de vue purement médical, il n'y a pas de comédon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, par exemple, de point noir ou de point blanc.
C'est très fréquent, hein, c'est 7 patients sur 10, donc c'est quand même pas rien. Et c'est pas seulement entre guillemets esthétique, c'est-à-dire on n'a pas seulement la sensation d'avoir cette folliculite, cette pseudo-acné, on a aussi des effets indésirables qui sont associés et des signes qui vont accompagner, comme la douleur, le fait que ça gratte ou le fait que ça brûle. Et ça touche alors ça peut toucher le corps évidemment, mais ça touche beaucoup le visage. Et le visage, c'est quand même notre outil social par excellence. C'est avec ça qu'on interagit avec les gens. C'est la première chose qu'on voit de quelqu'un. Et du coup, la folliculite a quelque chose de très particulier que elle a un retentissement psychosocial qui n'est pas du tout euh, finalement proportionnel à l'étendue des lésions. Là encore, on a divers grades. Généralement, euh, on va grader la sévérité en fonction de la surface cutanée atteinte, selon qu'on est à moins de 10% ou à plus de 30%, et des signes qui vont accompagner. Donc le prurite, c'est-à-dire l'envie de se gratter, et si on va être gêné au cours de la vie quotidienne. Il faut vraiment, alors il faut toujours parler aux patients, mais encore plus peut-être pour la folliculite et expliquer que finalement c'est invalidant, mais qu'il y a des choses à faire, que c'est pas une intolérance, c'est pas une allergie, c'est pas contagieux. Il faut arriver à le rassurer au maximum. Et on a des traitements qui peuvent être soit préventifs, soit curatifs. On va faire varier les doses, mais les traitements sont les mêmes. C'est de l'antibiothérapie orale, hein, pas en crème. Et on met généralement des antibiotiques de la famille des cyclines, la plus connue étant la doxycycline et qui est très largement prescrite. Étant donné que on a des petits boutons blancs, des petites folliculites, mais que ce n'est pas infecté, on peut se permettre de mettre des crèmes à base de corticoïdes là aussi, si vraiment les cyclines venaient à ne pas suffire. Enfin, mais ça, Laure en parlera avec beaucoup plus de talent que je ne le ferai, bah, il y a aussi la possibilité de camoufler par le maquillage lorsque les traitements ne suffisent pas et lorsque le retentissement psychosocial est important et on voit qu'on peut vraiment faire des merveilles avec cette dame. Pour ce qui est à la main du patient, eh bien, il faut essayer d'utiliser des pH relativement bas parce que notre peau n'a pas un pH à 7. Donc, encore une fois, on entend beaucoup trop souvent, ah oui, j'utilise un savon naturel, j'utilise le savon de Marseille. Le savon de Marseille n'a pas le bon pH pour votre peau. Il n'est pas assez acide. Donc ça, il faut faire attention. Essayez d'éviter au maximum tout ce qui est frottement parce que ça va créer d'autant plus d'irritation. Et bien hydrater la peau. De toute façon, une peau hydratée, c'est une peau qui est moins inflammatoire. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est quasiment toujours valable. Et utiliser le bon maquillage avec un maquillage qui ne va pas venir obstruer les pores et qui du coup ne va pas aller compliquer d'autant plus cette folliculite. Autre trouble qui est une vraie demande des patients, une vraie source d'inquiétude, c'est la perte des cheveux. Alors, il y a la perte des cheveux, comme pour la chimiothérapie, mais finalement, avec l'essor des thérapies ciblées, il y a surtout une modification de la texture. Globalement, toutes les molécules ne se valent pas. C'est-à-dire que finalement, selon la chimiothérapie qu'on va aller utiliser, ben, on peut avoir une perte de cheveux qui est minime comme une perte de cheveux qui est sévère. Donc finalement, faut faire attention au raccourci de chimiothérapie égale perte de cheveux. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on perd les cheveux sous chimiothérapie cytotoxique, eh bien là, elle est brutale, effectivement, mais on va quand même avoir une repousse hein, à l'issue de la chimiothérapie. Par contre, il faut prévenir le patient que parfois, lors de la phase de repousse, eh bien, la texture des cheveux, l'aspect des cheveux peut s'en trouver modifié.
Avec les thérapies ciblées, là, on n'a pas vraiment, ou dans une mesure qui est tout autre, de perte de cheveux. Mais on va avoir une modification de texture avec des cheveux qui vont être beaucoup plus fins, beaucoup plus secs, beaucoup plus cassants, avec des patients qui vont dire qu'ils ont des cheveux comme de la paille. Là, on n'a pas grand-chose malheureusement à proposer, à part discuter avec le patient et le prévenir au maximum de ce risque pour qu'il ne soit pas surpris si ça doit arriver. Alors, lorsque c'est de la chimiothérapie, on peut proposer des casques réfrigérants et surtout, il faut arriver, là encore, c'est une modification du reflet qu'a le patient de lui-même dans le miroir et du coup ça le renvoie aussi à sa maladie, ça le renvoie au fait qu'il est en traitement, donc il faut arriver à discuter avec lui de l'impact psychologique et social. Alors après, on trouve, il n'y a pas grand-chose qui marche, mais on a quand même des gens qui tentent de faire de la supplémentation vitaminique, de proposer du sélénium, de proposer des choses comme ça. Bon, dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui a montré un vrai bénéfice pour le patient. Dans ce qui va être visible et modifié, on peut avoir également pas mal de modifications au niveau des ongles, euh, notamment des paronychies. Alors le terme est savant, mais ça veut juste dire finalement des inflammations autour de l'ongle. On voit là par exemple cet aspect un petit peu rouge. Mais on peut avoir d'autres altérations de l'ongle. On peut avoir un ongle qui se décolle, ce qu'on va appeler l'onycholyse, ou un ongle qui va venir se colorer, ce qu'on appelle la chromonychie. Et là encore, ces risques sont différents selon les molécules qui sont utilisées. Les chimiothérapies volontiers vont venir décoller l'ongle, alors que les thérapies ciblées vont plutôt créer l'inflammation au niveau du pourtour de l'ongle. Ce qui est important, c'est d'aller couper les ongles décollés, parce que tout de suite, ça va venir apaiser la douleur. Donc ça, c'est quand même assez important. Par contre, en faisant les soins inguéaux, faut pas aller se couper au risque d'aller se surinfecter. Donc, il faut, là encore, selon les grades, adapter nos attitudes. Au départ, on va avoir un léger érythème, une légère rougeur autour de l'ongle, alors que parfois, sur les grades extrêmement sévères, ben, on est obligé d'aller jusqu'à l'antibiothérapie et parfois même aller faire un geste local. Ce qui est important, c'est faire de l'antisepsie, donc ne pas hésiter à mettre le doigt, de faire des bains d'aquin, par exemple, ça marche très bien. Éviter les frottements, les traumatismes. Si on est sûr qu'on n'est pas infecté, là encore, on peut aller mettre des dermocorticoïdes pour le côté anti-inflammatoire. Euh, et vraiment, dans les cas les plus extrêmes, il est possible parfois d'avoir recours à la chirurgie. En tout cas, à la main du patient, les bains d'aquin et faire attention à ses doigts, à ses mains pour éviter les traumatismes, c'est quand même assez important. Et ça vient. Enfin, il faut du coup expliquer dès le début en disant que lorsqu'on fait les soins de l'ongle, il faut être assez vigilant. On a pas mal de femmes qui ont encore les coupes cuticules lors des soins de manucure. Ça, il faut vraiment leur expliquer il faut éviter. Euh, et on peut même aller jusqu'à protéger les mains en proposant des gants qui vont être très doux. Si l'ongle est altéré, on peut aller proposer des vernis protecteurs. Et ça va quand même aller aider au quotidien. On a parlé aussi de la sensibilité accrue au soleil avec la chimiothérapie, mais c'est vraiment valable avec les thérapies ciblées. Moi qui suis oncodermatologue, c'est lorsque le traitement du mélanome est arrivé, c'est sûrement une des premières toxicités à laquelle on a été confronté, y compris pour des ensoleillements qui sont minimes. Là, voyez à quel point ces photos sont parlantes. Et là, pour le coup, bah, une fois que vous avez pris le coup de soleil, vous avez pris le coup de soleil. Et
j'ai envie de dire, le meilleur traitement, c'est d'éviter ce coup de soleil. Alors, c'est pas si évident lorsqu'on est sous thérapie ciblée parce que il n'y a pas besoin d'un fort ensoleillement pour avoir cet érythème. En tout cas, il faut expliquer que il faut pas s'exposer aux heures les plus importantes, ne pas s'exposer même tout court lorsqu'on est sous thérapie ciblée, et que généralement, il faut se permettre de porter des vêtements, idéalement des vêtements longs, qui vont vraiment aller bloquer les UV. Si vraiment c'est impossible parce qu'il fait une chaleur de tous les enfers de mettre des vêtements longs, parce que ben on peut aussi malheureusement être traité par thérapie ciblée en pleine canicule, et bien là il faut rappeler qu'on essaye de rester chez soi au frais, et si vraiment il faut mettre un écran solaire total.